par le Centre 4C Maroc en coopération avec l'Université de Marrakech et avec d'autres partenaires, bien sûr, le PNUD, l'IDRI, la Résalliance, etc. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier la Commission climat du bassin du Congo et notamment Madame la ministre Soudon Nono, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, pour nous avoir offert ce bel espace qui est le pavillon du fond bleu du bassin du Congo, pour que nous puissions y organiser plusieurs, d'ailleurs side events, celui-là est le dernier, mais nous avons déjà organisé la semaine dernière plusieurs side events ici. Alors merci à nos panélistes que je vais présenter tout à l'heure. Merci d'avoir pris de votre temps pour partager avec nous votre expérience en termes de promotion de la formation et de la recherche en lien avec la problématique des changements climatiques. Merci à l'assistance, à tous ceux qui ont bien voulu se déplacer à ce pavillon pour être avec nous durant les travaux de ce side event très important. Alors moi, je ne vais pas être très longue dans mon ouverture. L'idée, en fait, c'est de voir ensemble, on a invité exprès des universités, mais aussi on a invité un think tank comme IDRI, on a invité également des centres d'expertise et puis même des institutions nationales pour partager avec nous. En fait, on a essayé d'avoir une brochette d'intervenants qui viennent d'horizons assez diversifiés pour qu'ils nous parlent, en fait, chacun en ce qui le concerne, de son travail en lien avec la promotion de la recherche et de la formation en lien avec le changement climatique. Alors aujourd'hui, la problématique des changements climatiques va en se complexifiant. On utilise un jargon aujourd'hui qu'on n'utilisait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc on parle aujourd'hui de pertes et dommages, on parle beaucoup plus de résilience au lieu d'adaptation. Avant, on parlait que d'atténuation et d'adaptation. Le vocabulaire était assez pauvre, si je peux dire, dans le langage climatique. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de notions nouvelles qui sortent. On parle de finance climat, mais on a du mal à définir c'est quoi la finance climat, même si on a l'impression de tous savoir ce que c'est. Mais jusqu'à il y a 2 jours, les gens se bagarraient encore sur la définition même de la finance climat. Qu'est-ce qu'on définit comme finance climat? Parce qu'on ne peut pas y mettre tout, etc. Et donc voilà, donc on est là pour échanger ensemble autour de cette question de la formation, renforcement des capacités, recherche, développement en lien avec la promotion des politiques de lutte contre les changements climatiques. Je vais vous présenter juste brièvement en fait le centre pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc le centre 4C Maroc est un centre qui se trouve à Rabat, bien entendu au Maroc. Il a une portée africaine puisque dès sa création il a été mis à la disposition des 3 commissions climat en Afrique, la commission climat du bassin du Congo, la commission climat du Sahel et la commission climat des États insulaires, créée à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc. Et donc, dès que le 4C a été créé, le Maroc a mis le 4C Maroc à la disposition, ces 3 commissions avec lesquelles on fait un travail extraordinaire. On travaille désormais non seulement au Maroc, mais dans 45 pays africains rassemblés au sein de ces 3 commissions climat. Alors, nos missions, c'est en fait d'appuyer les politiques climat dans le sens le plus large, donc contribuer bien sûr au renforcement des capacités de tous les acteurs, en commençant par les autorités territoriales, par le secteur privé, les universités, les jeunes, les femmes, etc., de capitaliser l'information et la mettre à la disposition des décideurs, développer des outils d'aide à la prise de décision. Nous élaborons pas mal de policy briefs ces derniers temps sur des sujets variés,
comme les pertes et dommages, comme le genre et climat, comme la place des changements climatiques de nouveaux modèles de développement du Maroc, etc., etc. Nous développons pas mal de policy briefs pour l'aide à la prise de décision. Et puis notre rôle également est de contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques, d'où notre présence dans les forums internationaux, notamment dans les COP, pour apporter un appui pour les pays africains et pour le Maroc, bien entendu. Alors, voilà, l'idée de notre side event, comme j'ai dit, est de parler de recherche-formation. On a invité certaines universités marocaines avec qui on a un partenariat vraiment exemplaire en termes d'appui à la formation et à la recherche dans le domaine des changements climatiques. Et je crois que certains de nos collègues des universités vont s'exprimer dans ce sens. Mais on a invité, comme j'ai dit également, d'autres institutions qui ne se trouvent pas au Maroc, mais qui travaillent des fois en Afrique ou non. L'IDRI, par exemple, il travaille en France, mais il a aussi une étendue de son travail au niveau africain, Résilience, pareil, les universités marocaines, pareil, etc. Donc, je ne vais pas être très longue, je vais juste vous donner une idée du programme qui est prévu aujourd'hui. Donc, on va commencer, puisque le side event est organisé conjointement par le Centre 4C Maroc et l'Université Qadi Iyad de Marrakech. On va donner la parole au professeur Mohamed Yacoubi Khbiza de l'Université Qadi Iyad de Marrakech. Je vais présenter d'abord les intervenants. Viendra par la suite, donc, alors, est-ce que M. Boubacar Fall... OK, donc on aura également M. Boubacar Fall de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal, qui est en route, donc qui va nous rejoindre par la suite. On aura par la suite une intervention du professeur Houda Al-Iyadi de l'Université Abdelmalek Saadi de Tanger. Et on aura donc après elle une intervention de M. Rodrigue Hilou, chef département des mécanismes et des garanties RED+, au Burkina Faso. Par la suite, on aura une intervention de M. Sébastien Treillet, directeur exécutif de l'IDRI. Et on le remercie parce qu'il a bien voulu accepter, on l'a invité il y a peut-être 2 semaines, donc, mais on est vraiment heureux de vous avoir. Et M. Karim Selouane, qu'on ne présente plus, et du bureau Résilience, qui est une filiale de Vinci France et qui travaille avec le Centre 4C Maroc sur plusieurs sujets, notamment sur la cartographie des risques liés au changement climatique dans les provinces marocaines. Donc, merci beaucoup d'être là. On est vraiment heureux, on est ravis de vous avoir. Donc, vous aurez chacun 6-7 minutes. Si vous pouvez les respecter, ce serait vraiment excellent. Sinon, si vous me voyez me lever et venir à côté de vous, ça veut dire que le temps est presque terminé. Donc, je le ferai gentiment, je me mettrai derrière vous pour annoncer le prochain orateur. Donc, merci infiniment. Et donc, on commence par M. Mohamed Yacoubi Khbiza de l'Université Qadi Iyad. Vous avez la parole et merci encore une fois. Merci. Donc, merci Madame la directrice du 4C de nous avoir offert cette occasion en tant qu'universitaire d'échanger avec le public autour de la problématique du changement climatique et comment l'université marocaine, d'une façon générale, aborde cette thématique qui est nouvelle. Moi, je parle en tant qu'enseignant-chercheur qui a commencé ses travaux sur les sciences de l'environnement et qui s'est converti à la problématique du changement climatique. Pour dire, l'université Qadi Iyad, il était parmi les premières universités à s'intéresser à cette problématique. L'université Qadi Iyad est un membre observateur, donc il est depuis 2002, il est membre observateur de la Convention 4 des Nations Unies, et à ce titre, elle a contribué à l'organisation de la COP de Marrakech, et à ce titre, elle a participé à tous les événements. L'université de Marrakech, donc, elle a intégré
dès les années 2000, elle a intégré le volet changement climatique dans son cursus. Et heureusement, il y avait sur place des compétences qui malheureusement sont parties à la retraite. Et c'est le grand problème pour le Maroc. Nous sommes en train de perdre nos compétences en relation avec le changement climatique. Et si tout le monde ne fait pas un effort dans ce sens, on risque d'avoir une pénurie. D'accord ? Et donc, on a intégré au niveau de la licence, on a intégré les recherches sur le changement climatique au niveau du master. Donc, on a plusieurs masters, presque au niveau de chaque université, on a un master. Et le plus important au niveau de notre université, c'est qu'on a un master élaboré en relation avec les ressources, en relation avec la biodiversité sous l'angle des changements climatiques, en collaboration avec le 4C. Et je tiens à remercier Madame Raja Chafi, qui est avec nous, qui ont lancé cette coopération et qui marche très bien. Nous sommes maintenant au niveau de la deuxième promotion de cette master. D'accord ? Donc, au niveau des laboratoires, on a des structures. On a plusieurs structures qui sont dédiées exclusivement à la problématique du changement climatique et du développement durable. On a à la faculté des sciences humaines un laboratoire. On a à la faculté des sciences juridiques et sociales un laboratoire. On a dans la faculté des lettres un laboratoire. Et ils sont complémentaires. Nous, on travaille sur tout ce qui est vulnérabilité, adaptation, atténuation. Par exemple, la faculté des droits travaille sur tout ce qui est économie de l'environnement, sur tout ce qui est finance, climat. Et la faculté des lettres, au niveau de son département de géographie, travaille sur tout ce qui est gestion des territoires d'une façon durable. Au niveau des structures, au niveau des masters, on a plusieurs masters. On a beaucoup de conventions. On travaille à l'international. On a une convention avec la NASA qui nous permet d'avoir des données. Et le grand problème du changement climatique, c'est l'accès à l'information qui a toujours posé un problème. Nous, on a dépassé ça. On travaille à l'africaine. Et l'université KDIA, c'était une université haute qui, depuis 2011, on reçoit chaque année dans le cadre du programme ACCVP et dans le cadre du programme AFRICLP. Il s'agit des programmes qui attribuent des bourses à l'échelle de l'Afrique et qui permet aux compétences africaines qui travaillent sur la problématique du climat de faire un déplacement au niveau des institutions hautes. Donc Marrakech, avec l'université de Diop-Dakar, avec d'autres universités, font partie. Donc on a une convention avec le 4C qui permet de faire tout ce qui est recherche à travers le master. Au niveau des projets, donc, on travaille sur toute la problématique. On travaille par exemple sur la vulnérabilité des villes, climat, ville. On travaille sur la problématique de l'agriculture intelligente, l'agriculture durable. On travaille sur les ressources en eau. Et c'était notre point fort. Notre université travaille sur le point fort. Et le plus particulier au niveau de Marrakech, c'est qu'on a compris à l'échelle de la faculté, et monsieur le doyen, il est avec nous, qu'on ne peut pas continuer toujours à faire de la recherche pour cette recherche. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'était à mon avis une idée très bien élaborée. On a créé à l'intérieur de l'université des associations. Et ce sont ces associations qui permettent de transférer tout le savoir-faire à l'échelle de l'université, de le transformer en termes de recherche-développement. Par exemple, on essaie à travers on a des associations d'avoir des fonds et ces fonds nous permettent d'avoir des petits projets. Par exemple, on a fait des projets en relation avec l'assainissement écologique dans les oasis du Maroc. On peut vous communiquer là où ils sont pour les visiter au niveau du Haut-Atlas. On a fait des projets aussi avec tout ce qui est agriculture durable. On a fait des projets pour essayer d'améliorer les conditions de vie en relation avec la problématique surtout de la leishmaniose. Donc c'était une bonne idée qui permet de faire ressortir le savoir-faire universitaire à l'étranger de l'université à l'extérieur. On a mis en place un concept qu'on a appelé adopter un arbre. C'est-à-dire on essaie à l'université d'encourager les étudiants pour qu'ils adoptent un arbre. Et chaque étudiant, lorsqu'il rentre au niveau de l'université, il a son arbre qu'il fait suivre et qu'il fait développer et qui fait avec lui le parcours universitaire. Et on a, en relation avec la collaboration qu'on a avec la NASA, on a facilement la possibilité de faire des mesures et des suivis. On a fait des projets, par exemple, on a choisi des cimetières au niveau de la ville de Marrakech, qu'on a essayé de faire un verdissement, de faire des arbres et des choses. Donc tout ça pour montrer que l'université, à mon avis, ne doit pas être un système clos,
un système fermé et qu'il doit s'ouvrir sur l'extérieur. Donc, je vous remercie une autre fois. Monsieur le doyen de la faculté de Smlalia, il est avec nous s'il veut compléter ou donner des choses autres que j'avais dit. Et merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je ne sais pas, avant de rentrer, vous étiez en train de nous parler des passerelles qu'il y a entre l'université et la région. Si vous pouvez nous dire 2 mots, s'il vous plaît, sur ça, parce que ça nous intéresse, en fait, ces passerelles qu'il y a entre le monde de la recherche et le monde de la prise de décision. Merci. Merci infiniment. La parole n'était pas à moi, mais je vais la prendre pendant au maximum 2 minutes, juste pour compléter ce qui a été dit par mon collègue M. Yacoubi. En fait, l'université, la faculté des sciences Smlalia à Marrakech, il travaille sur plusieurs volets pour permettre un développement durable, mais également une adaptation et une protection de l'environnement. Tout ce qui se fait actuellement, il est toujours lié à des parties ou bien à des interventions en relation avec la protection de l'environnement, mais également avec l'adaptation et la résilience. Et je prends l'exemple ici, comme il a dit Madame la directrice générale, c'est qu'on travaille sur, par exemple avec la région actuellement, on a pu se connecter avec eux pour avoir des bourses pour les étudiants qui travaillent sur tout ce qui est résilience agriculture, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est gestion de l'eau et tout ce qui est tourisme durable. Donc ça, ce sont des sujets de priorité pour notre région de Marrakech-Safi, et nous sommes en train de travailler avec eux à travers nos doctorants pour des sujets, des thématiques dans ce sens-là. Il y a également un projet toujours avec la région, c'est sur le territoire, la gestion de territoire, avec comment gérer économiquement et également socialement le territoire de la région de Marrakech pour pouvoir assurer un développement durable. Je ne vais pas continuer plus parce que sinon je serai un panéliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rapproché des liens en fait de votre université avec son environnement. Donc, je passe la parole maintenant à Madame Houdal Iyadi de l'université Abdelmalek Saadi de Tanger. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Sheffield. Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Voilà. C'est bien comme ça? Ok, parfait. Donc, moi, j'ai préparé le mot. Comme ça, j'oublie personne et j'oublie rien. Donc là, le Maroc, depuis la ratification de la CNUC, s'est engagé à lutter contre le changement climatique. Et bien sûr, ces engagements se heurtent à la disponibilité des ressources humaines qualifiées et d'expertise technique qui maîtrisent tous les aspects du changement climatique, y compris les nouvelles technologies d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous avons initié l'université Abdelmalek Saadi et 4C Maroc sous la direction de Madame Sheffield, et aussi avec l'appui de PNUD sous la direction de Monsieur Abdel Fattah Sahibi. Donc là, nous avons créé un master en sciences et techniques qui s'intitule Ingénierie environnementale, changement climatique et développement durable. Et donc là, c'est pour mettre en place une pépinière des jeunes experts marocains capables d'appuyer les politiques de lutte contre le changement climatique et les processus de prise de décision au niveau international et au niveau local. Donc bien sûr, ces lauréats vont bénéficier du nouveau marché d'emploi des métiers verts, de plus en plus sollicités par les acteurs économiques, et bien sûr peut relever leur défi d'intégrer les marchés internationaux, notamment de l'Union européenne. Donc là, si je cite l'intervention de 4C Maroc et le PNUD pour ce master-là, donc ces actions-là se traduisent sous forme de 3 actions. Donc là, la première action, c'est l'organisation des formations de 3 jours au profit des étudiants de l'université Abdelmalek Saadi. Et là, nous avons organisé 2 éditions. Donc la première édition, c'était en 2021 et la deuxième, c'était en 2022. Donc là, je vous signale qu'il y avait une très forte demande
pour intégrer, c'est-à-dire pour suivre cette formation-là. Donc, puisque le nombre s'était limité, nous avons pu sélectionner que 70 étudiants parmi 810 demandes. Donc là, ces étudiants-là ont suivi 3 sessions de formation parallèles, animées par des experts hautement qualifiés. Donc là, je peux citer les noms. Il y a M. Mounir Temmam, M. Hicham Zien, M. Gravel et aussi M. Amil. Pour la deuxième action de 4C Maroc et PNUD, donc il y a la formation de masterclass. Donc là, je peux vous signaler qu'il y a ma doctorante Rizlan Mejdoubi qui va témoigner dans ce sens-là. Donc là, j'ai oublié de dire que ces formations s'est merveilleusement bien passées et j'ai reçu beaucoup de témoignages et de remerciements de la part des étudiants. Donc là, pour la troisième action, bien sûr de 4C Maroc et PNUD, toujours dans la formation de master. Donc là, vous avez pris en charge tout un semestre entier et c'est pour donner 4 modules de spécialité. Donc là, nous avons l'adaptation au changement climatique, inventaire des gaz à effet de serre et atténuation au changement climatique. Il y a le module des accords et négociations au changement climatique et il y a aussi le finance-climat. Donc là, oui, exactement, avec M. Amil, exactement. Donc là, je tiens à remercier Mme Chefi, la directrice générale de 4C Maroc, pour son soutien inconditionnel. Et là, bien sûr, je remercie de tout mon cœur M. Sahibi, qui n'a jamais cessé de soutenir ce master-là. Et premièrement, en tant que coordonnateur national du portefeuille climat et aussi en tant que directeur général de la Direction générale de la météorologie. Donc là, nous avons bénéficié de 4 cycles de formation avec des experts vraiment hautement qualifiés. Je vous remercie infiniment. Et là, je peux finir par... donc, il y a toujours ici mes étudiants, que ce soit Rizlan, la doctorante. Il y a aussi Mara Mehdaoui, qui est étudiante en 2e année de master. Donc, ils ont des choses, des belles choses à dire. Un grand merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on leur donnera la parole à la fin, avec plaisir, bien entendu. Alors, je voulais juste expliquer, en fait, en quelques mots, que le Centre 4C Maroc a encouragé, en fait, les universités marocaines à créer des diplômes spécialisés en changement climatique et que nous les avons accompagnés, y compris à travers des experts qui vont donner des cours dans ces universités sur des sujets d'actualité, donc en lien avec la lutte contre le changement climatique. Donc merci Madame Iyadi pour ce beau témoignage qui nous rassure en fait sur l'utilité de ce que nous sommes en train de faire avec l'appui bien sûr du projet PNUD que nous remercions. Alors maintenant je passe la parole à Monsieur Rodrigue Ilou du Burkina Faso. Donc vous avez aussi 6 minutes s'il vous plaît. Merci. Merci bien, madame. Merci à tous d'être là. Et donc, pour ce panel qui porte sur justement la contribution de la recherche scientifique, j'ai été contacté. Je suis sociologue de formation. Donc, ma contribution va consister à montrer justement l'importance des sciences sociales justement dans les études qui concernent les changements climatiques. Donc, qu'est-ce que je peux dire déjà? Je sais que depuis longtemps, en fait, le rôle des sciences sociales n'a jamais été trop perceptible. Voilà, dans les questions d'études sur les changements climatiques. Parce qu'a priori, on voit que en fait, c'est des phénomènes qui relèvent des sciences dites naturelles, des sciences dures et autres. Et que bon, c'est un champ qui est réservé à d'autres types de scientifiques et non pas les sociologues comme nous autres. Mais ce qu'on a oublié pendant très longtemps, c'est que ce sont les hommes, dans leur mode de vie en société, qui sont à la base des changements climatiques. Du coup, cela nous interpelle, nous, en tant que sociologues, de venir apporter plus d'éclairage, plus d'éléments conceptuels, théoriques, pour mieux appréhender justement ce phénomène et y trouver solution. Donc, cela étant dit, qu'est-ce que je peux apporter? Je suis moi-même chercheur, je suis docteur en sociologie.
Je suis membre du laboratoire Société, Mobilité et Environnement de l'Université Joseph Kizerbo. C'est vrai que je suis ici à la COP comme délégué pays parce que je suis agent au ministère de l'Environnement. Et donc, je suis également membre d'un groupe de recherche sur la conservation de la nature pour dire que les sociologues sont en train d'occuper justement la place qui leur revient de droit dans ces questions de changement climatique. Parce qu'il nous faut mieux comprendre justement les comportements humains qui sont justement à la base de ces changements climatiques. Mais également comprendre un peu comment les hommes en société s'organisent aussi pour faire face justement aux effets des changements climatiques. On parle des questions d'adaptation, mais aujourd'hui, qui parle d'adaptation parle forcément des changements de mode de production, de consommation et tout, et qui relève justement des théories d'ensemble qui intéressent les sociologues. Et pour dire que les sociologues ont joué beaucoup de rôles, même jusque-là. J'ai pris quelques notes pour ce panel, pour dire que sur les changements climatiques, par exemple, les sociologues se sont penchés sur leur impact sur les sociétés humaines, ainsi que les attitudes, les croyances et les comportements des individus et des groupes sociaux. Et également, ils abordent les changements climatiques aujourd'hui sous diverses thématiques. Vous avez tantôt parlé de la question de la justice climatique. C'est parce que les études de plus en plus des sciences sociales montrent les inégalités liées justement à cette question de changement climatique, tant au niveau des responsabilités, mais également au niveau des conséquences. Et les sciences sociales aussi apportent plus d'éclairage sur les mécanismes d'adaptation locale. Vous voyez que d'un continent à un autre, les mécanismes d'adaptation ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus lié aux questions coutumières, culturelles et tout ça. Et les sociologues apportent beaucoup plus d'intelligibilité à ce niveau. Et donc, pour dire que chez nous, au Burkina, il y a beaucoup de sociologues qui ont mené des études. Il y a le professeur, par exemple, Ram Christophe Savadogo, qui a mené beaucoup d'études en s'interrogeant sur les capacités d'adaptation des populations burkinabées au changement climatique, notamment dans le domaine de l'agriculture et du pastoralisme. C'est pour dire qu'on a une communauté rurale qui est très encore attachée aux ressources naturelles et les changements climatiques aujourd'hui montrent des effets assez, je dirais, dévastateurs sur ces ressources naturelles et les communautés développent des mécanismes qui leur sont propres pour pouvoir faire face justement à ces effets des changements climatiques. Et les sociologues travaillent justement pour mieux appréhender cela. Mais pour aller un peu plus loin, au-delà de l'Afrique, il faut dire que de plus en plus, la sociologie développe des théories d'ensemble qui nous permettront de mieux comprendre justement les questions de changement climatique. Il y a par exemple la théorie de la modernisation qui nous intéresse aujourd'hui en tant que sociologues et ça nous permet d'analyser les impacts des transitions sociales, économiques et culturelles sur l'environnement par exemple. Il y a aussi la notion d'adaptation endogène et locale qui nous intéresse de plus en plus dans les recherches en sciences sociales. Et ça, c'est, comme je l'ai dit tantôt, les questions de mécanismes endogènes qui sont propres à chaque société. Il y a aussi la question de la perception du risque. Par exemple, j'ai fait mes recherches sur l'agroécologie et le thème de ma recherche pour la thèse, c'était l'agroécologie à l'épreuve des rationalités paysannes. Ici, c'était de montrer en fait que face aux variations climatiques, et également à la dégradation de l'environnement, on promeut de plus en plus des pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs. Mais seulement que ce qu'on propose, le plus souvent, ça n'arrive pas à rentrer facilement dans le schéma représentationnel des paysans. Donc, du coup, il y a des logiques de risque qui ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc, dans ma recherche, j'ai essayé justement de montrer que le paysan a des logiques qui lui sont propres, qui lui amènent justement à percevoir autrement la question du risque agricole et également face aux questions de changement climatique, ce serait difficile justement de les convaincre sur la base de cette sensibilisation. C'est de comprendre réellement comment eux-mêmes ils se représentent les changements climatiques, comment ils se représentent les pratiques agricoles durables pour mieux comprendre en fait leur logique représentationnelle et impliquer tout cela dans les politiques publiques. Oui. Il y a un micro là. Merci beaucoup. Est-ce que, par exemple, il y a des relations directes entre votre ministère et l'université, par exemple? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que votre ministère donne des orientations, par exemple, concernant la recherche, les sujets de recherche, etc.? Est-ce que vous avez une collaboration avec les universités? Merci. Tout à fait. Il y a une collaboration très étroite parce que de plus en plus, c'est ce que j'ai dit, au départ, c'était des relations qui n'étaient pas suffisamment perceptibles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que le ministère de l'Environnement.
tous les ministères qui interviennent dans le développement rural ont compris aujourd'hui qu'il faut un éclairage du domaine de la recherche. Donc, il y a une collaboration très étroite. Je suis d'un service qui est en charge de la RED+, et à ce niveau, nous avons développé un cadre institutionnel qui mobilise les parties prenantes. Parmi ces parties prenantes, la recherche joue un rôle très fondamental, parce qu'on a compris justement que, comme c'est une approche transformationnelle, on ne pourra pas le faire sans une meilleure compréhension des logiques, des acteurs, mais également des résultats actuels de la recherche. Donc, c'est pour dire que cette collaboration, elle est très étroite. Et comme je disais, je suis moi-même chercheur et je suis au niveau du ministère de l'Environnement. Cette connexion est très perceptible. Donc, je voulais ajouter aussi une thématique nouvelle qui intéresse de plus en plus les sociologues, c'est la question de la migration climatique. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, surtout dans les territoires sahéliens, la question du changement climatique arrive à amener des communautés à perdre même en fait leurs ressources de base pour pouvoir mener des activités économiques. Donc il y a un mouvement migratoire qui suit en fait ces formes de dégradation des ressources naturelles liées au changement climatique. Et donc ces formes de migration ne sont pas suffisamment prises en compte au niveau international. Les sciences sociales contribuent à mieux les comprendre et à les intégrer dans les politiques publiques. Donc, pour conclure, je dirais que en fait, les sciences sociales et précisément la sociologie, au début des problématiques liées au changement climatique, n'avaient pas été considérées en fait comme des acteurs importants. Mais de plus en plus que nous sommes ici à la COP, on parle de négociation. Qui parle de négociation dit forcément des questions d'intérêt. Et là, ça relève beaucoup plus des dynamiques sociales, des dynamiques politiques, des dynamiques économiques qui intéressent les sciences sociales et qui doivent être intégrées. Donc, pour dire que le défi qui reste pour nous sociologues, c'est de pouvoir justement parvenir à, comment je dirais, les modalités des travaux des autres sciences qui ont appréhendé avant nous les changements climatiques, à pouvoir les intégrer dans nos concepts de recherche pour pouvoir mieux contribuer justement aux recherches scientifiques sur les changements climatiques. Donc, c'est ce que j'avais à présenter de façon rapide. J'avais préparé mon speech autour de 10-15 minutes, mais là, on me donne 6 minutes. J'espère vous avoir éclairé suffisamment, mais je suis là pour répondre à des questions. Merci. Merci infiniment. C'était brillant comme les autres intervenants, même si c'était 6 minutes. En fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir peut-être quelques minutes d'échange à la fin où les panélistes peuvent revenir en fait sur certains points qu'ils voudraient souligner. Donc, on était en Afrique, au Maroc et en Afrique. Donc, on va passer un petit peu aux autres pays du monde, peut-être même s'il y aura toujours des liens avec l'Afrique. Donc, je passe la parole à M. Sébastien Treillet, directeur exécutif de l'IDRI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être de nouveau en contact avec 4C. J'espère que ça augure de collaboration future. Donc l'IDRI, en fait, la continuité des intervenants, c'est qu'en fait, après la sociologie, je pourrais parler sciences politiques d'une certaine manière, mais c'est pas tant une logique disciplinaire aussi, puisque c'est vrai que l'IDRI est localisé à Sciences Po, à Paris, mais c'est aussi l'idée de se dire qu'il y a un continuum entre la recherche et l'influence sur les politiques publiques, l'impact sur les politiques publiques, qui est une logique où ce n'est pas seulement les sciences politiques qui sont en jeu, mais des démarches interdisciplinaires qui sont pensées pour non seulement travailler sur le terrain, comme beaucoup des exemples qui ont été pris précédemment le présentent, et c'est ça qui doit avoir lieu d'abord, mais on a aussi besoin d'intervenir sur la fabrique des politiques publiques pour faire changer un certain nombre de politiques publiques. En tout cas, c'est ce que nous, on fait à l'IDRI dans le contexte européen. On a une politique agricole commune qui n'est pas alignée, qui ne fait pas ce qu'il faut pour la protection de la biodiversité, pour l'adaptation et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Et on a besoin, avec un certain nombre d'autres acteurs, d'être non seulement de s'appuyer sur la recherche scientifique produite dans les universités et les instituts de recherche et de travailler sur la manière dont on pourrait au mieux la transmettre vers les décideurs politiques dans les ministères. Et donc c'est ça qu'on fait, nous, à l'IDRI, et c'est pour ça qu'on s'intitule Think Tank, c'est-à-dire des gens qui sont capables de travailler sur l'impact sur les politiques publiques. Et j'ai en fait deux éléments que je trouverais importants de souligner. C'est que une des missions de 4C, si j'ai bien compris, c'est à la fois au Maroc, mais aussi de manière un petit peu plus large, d'être un centre de compétences pour la collaboration universitaire à des échelles qui sont africaines ou internationales.
Et de notre côté, à l'IDRI, on a deux réseaux de think tanks qui me sembleraient intéressants de mentionner et dans lesquels je trouve qu'on a intérêt à collaborer avec un certain nombre d'acteurs universitaires qui sont ici dans ce panel. Le premier réseau de think tank que je voudrais mentionner, c'est un réseau de think tank africains et européens sur les questions de transition énergétique. Et donc de notre côté, ce qui nous préoccupe... Pardon, je pense que c'est un autre... C'est à côté que ça se passe, mais c'est difficile pour nous. Non, mais ça va, c'était à côté. Hein. Non, ça passe bien, je vous remercie beaucoup. On a avec la déclaration de Nairobi du sommet africain sur le climat, une position ambitieuse portée par le président Ruto du Kenya qui dit l'industrialisation verte est une opportunité pour l'Afrique, pour l'ensemble des pays africains. Et il y a un certain nombre de pays africains ou de sociétés civiles africaines qui disent que c'est peut-être aller un peu vite et qu'il faut quand même passer l'adaptation d'abord, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ensuite. Et tout ça n'est pas tout à fait facile si on n'a pas des think tanks qui se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on partage comme vision. Et le travail des universitaires et des think tanks est important pour que tout ce mouvement qui a été enclenché par le sommet de Nairobi sur le climat soit pas un moment de conflit, mais au contraire un moment d'opportunité collective qui parle autant aux décideurs politiques qu'au secteur privé. Et il me semble aussi très important que dans les relations compliquées qui existent en ce moment entre le continent européen et le continent africain, parce que pas mal de pays du continent africain disent le Green Deal est une affaire européenne, ne nous imposez pas le Green Deal à nous à travers votre mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On a besoin d'essayer de se comprendre sur qu'est-ce qu'on a en commun, comment est-ce qu'on pourrait penser les chaînes de valeur de la production, pas seulement sur les minéraux critiques ou sur l'hydrogène, mais sur l'ensemble des chaînes de valeur de l'industrialisation des pays africains, en quoi l'Europe peut aider plutôt que de renvoyer les pays africains dans une posture d'exportateurs de matières premières sans capture de valeur ajoutée locale. C'est des débats qui sont extrêmement présents ici dans la COP et qui font que la position africaine est parfois extrêmement dure à juste titre vis-à-vis de la position européenne. Mais dans le sommet Europe-Afrique qui pourrait avoir lieu en 2025, il faut aussi qu'on se prépare à des échanges fructueux. Et pour moi, 4C est un des acteurs, et les autres acteurs think tank qui existent sur le continent africain sont des interlocuteurs importants pour qu'on se comprenne quand on travaille sur les mêmes sujets, mais qu'on n'a pas les mêmes points de départ économiques, les mêmes situations, la même vulnérabilité au changement climatique. Et donc ça me semble extrêmement important. C'est aussi une manière de réussir à faire exister dans les pays francophones les think tanks. Ce qu'on a repéré en Europe, et on le repère aussi en Afrique, c'est que le think tank, c'est un concept anglophone qui est largement financé par des philanthropies américaines anglophones et qui est beaucoup plus accepté dans les espaces universitaires anglophones. Et on a du mal en France, en Italie, en Espagne, comme c'est le cas aussi, je crois, dans un certain nombre de pays africains francophones, à faire exister ce think tank qui est une structure d'interface entre la recherche scientifique et les politiques publiques. Je suis très heureux de voir qu'au Maroc, on a 4C, on a le Policy Center for the New South, l'ancien office chérifien des phosphates Policy Center. Et donc, il y a des pays qui montrent la voie. Mais je sais que on a ici un représentant de l'université Cheikh Anta Diop. J'avais échangé avec votre recteur, M. Alim Baye, qui avait fondé l'Institut africain de développement durable comme un think tank. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué parce que, heureusement, les universités sont là pour former les étudiants. Vous avez énormément d'étudiants à former, vu la jeunesse africaine. Et donc, le temps que peut passer un universitaire à l'université Cheikh Anta Diop pour monter un think tank qui a une structure très différente, malheureusement, c'est difficile. Et en plus, d'autant plus quand il devient le doyen de l'université où il a d'autres responsabilités. Donc, il y a des choses, à mon avis, sur lesquelles on pourrait non seulement échanger sur le fond, mais en plus se conforter mutuellement. Et mon deuxième point, et j'aurai vite fini, c'est qu'en fait, là, je parle de think tanks qui sont spécialisés sur les questions de changement climatique et de développement durable. Or, aujourd'hui, on le voit à la COP, la question du financement devient absolument centrale. Et donc, on a des efforts faits, notamment par le PCNS, le Policy Center for the New South depuis Rabat, mais aussi par SAIA, qui est l'Institut des affaires internationales en Afrique du Sud, et ACET, l'Africa Center for Economic Transformation au Ghana, qui essaye de consolider un écosystème de think tank sur les politiques économiques à travers l'Afrique. Et il me semble qu'il est essentiel que les think tanks et les universitaires qui travaillent sur les questions de changement climatique soient le chapitre transition écologique, adaptation de cet écosystème de think tank sur les politiques économiques. C'est pas facile. On est considéré généralement comme étant des sectoriels qui parlent
d'un petit secteur parmi d'autres, le climat, l'adaptation ou l'énergie, alors qu'en fait, eux parlent de politique économique, c'est la macroéconomie, c'est la monnaie, c'est les échanges commerciaux. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, la question climatique est centrale pour la trajectoire économique de nos pays, en Europe comme en Afrique. Et donc, je pense qu'on aurait intérêt aussi à se connecter à cet effort qui cherche à faire exister les think tanks de politique économique ancrés dans les réalités nationales des différents pays africains, y compris francophones, et qu'on arrive à être, nous, les think tanks qui nous occupons de changement climatique, partie de cette discussion sur le financement des économies, parce qu'en fait, financer les économies africaines, c'est aussi financer les économies africaines adaptées et décarbonées. Et donc, il y a une grande importance des universitaires et des think tanks sur ces sujets-là. Donc voilà, un appel à pouvoir coopérer encore davantage. Merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Treillet, pour cette intervention qui nous a rapprochés un petit peu de ce que fait l'IDRI. Et comme vous dites, donc, votre appel est bien reçu. Vous avez souhaité avoir plus de collaboration renforcée avec le 4C Maroc. Je crois que votre message est entendu et nous continuerons à en discuter après la COP. Donc, je passe la parole maintenant à M. Boubacar Fall de l'Université Anta Diop de Dakar qui va nous présenter donc, le rôle crucial de la recherche-action en matière d'adaptation au changement climatique. Merci. Merci, merci encore. Et je vous présente toutes mes excuses. Aujourd'hui, c'était la journée du Sénégal. Et donc, on devait présenter notre stratégie de vision à long terme. Il se trouve que je suis un des coordonnateurs du groupe de travail sur cette vision-là, donc je ne pouvais pas me libérer assez tôt. Et j'ai dû m'extraire un peu de cette contrainte-là pour honorer un peu ma parole. Merci encore. J'ai aussi, à cause de ces multiples contraintes, pas envoyé une petite biographie, comme on me l'avait demandé. Je vais tout de même me présenter en 30 minutes. Je suis enseignant à l'Université de Dakar, je suis spécialisé sur les questions de vulnérabilité côtière. Et je suis le président de la commission adaptation du Sénégal et vice-président du comité national sur le climat. Donc, je développe une petite expertise sur les questions de vulnérabilité et je coordonne un peu tous les experts au niveau national qui travaillent sur les questions de vulnérabilité. Alors, donc, votre question, en tout cas, le rôle de la science, un peu comme levier de recherche-action. Je dois dire que la science, dans la lutte, en tout cas contre le changement climatique, est au début et à la fin. D'abord, on est là à cause des évidences scientifiques qui ont montré que l'incidence de nos activités de développement affecte l'équilibre du climat. Et c'est ce qui a amené la communauté internationale à apporter une réponse collective. Alors, donc, cette science-là, elle nous permet aussi de comprendre un peu l'évolution futur du climat. Ce n'est pas pour rien que la Convention est divisée en deux pôles. Vous avez un pôle politique, le secrétariat, et un pôle scientifique qui est le GIEC. Et toutes les décisions politiques, souvent, sont fondées sur des évidences scientifiques. C'est ce qui guide un peu les négociations. Donc, on saurait se distraire un peu, se distancer un peu de cette recherche-là. Mais je vais aller plus loin un peu au niveau terrain. Quand on va parler de questions d'adaptation, on a besoin d'apporter des évidences scientifiques pour éviter les amalgames. Aujourd'hui, tout n'est pas ou ne découle pas du changement climatique. On a l'impression à tout mettre sur le dos du climat. Tout ce qui arrive, on dit c'est le changement climatique. À y regarder de près, c'est souvent un peu des facteurs de vulnérabilité sous-jacents qui sont un peu accentués par les variations des facteurs climatiques. Et ça, il n'y a que la recherche qui nous permet de faire la part des choses. Alors, si on ne fait pas cette recherche-là, on ne peut pas clairement identifier qu'est-ce qui est attribuable au climat et qu'est-ce qui ne l'est pas, attribuable aux hommes. Pourquoi? Parce que dans la lutte contre les impacts du changement climatique, on peut maîtriser les actions de nature anthropique. Par contre, on ne peut pas maîtriser les actions qui découlent de l'évolution du climat. Et si on a une incidence sur les actions de nature anthropique, ça nous permet de réduire notre niveau d'exposition aux effets du climat. Et donc, de ce point de vue-là, la recherche, elle est fondamentale. Mais je vais aller plus loin dans le cadre de l'accès aux finances. Si vous prenez le fonds d'adaptation,
chaque projet que vous amenez à cette là, on vous demande souvent les liens de causalité. Les liens de causalité, c'est-à-dire est-ce que l'activité que vous voulez résoudre provient effectivement d'impacts liés au climat? Il faut le prouver. Alors, si vous n'arrivez pas à prouver, et c'est pour ça souvent que le fonds vert, certains pensent qu'il est difficile d'accès. Mais c'est le manque de données qui prouve l'évidence qui ne nous permet pas d'accéder facilement. Donc la recherche ici, elle est fondamentale pour, disons, déterminer les évidences scientifiques qui nous permettent de faire la part des choses et de dire que tel est attribuable au signal climatique et tel ne l'est pas. Si vous ne faites pas, souvent on vous renvoie à votre document et vous pensez que les procédures sont longues. Mais à partir du moment que vous avez des données, une série de données claires, nettes, qui établissent, disons, les liens de causalité entre ce que vous faites, ce que vous voulez ou la vulnérabilité à laquelle vous voulez réduire et le climat, là, en ce moment, ça peut passer. Et donc, de ce point de vue également, la recherche, elle est fondamentale. Maintenant, la question qu'on doit se poser à ce niveau-là, surtout pour l'adaptation, est-ce qu'on doit continuer à faire la recherche comme on la faisait avant? La recherche fondamentale. Est-ce qu'on doit changer de paradigme et aller plutôt vers les communautés, intégrer leurs connaissances et savoir et revoir notre approche d'aborder les questions? Et c'est là où c'est fondamental. Pourquoi je le dis? Parce que quand on parle d'adaptation, souvent, on trouve des communautés, on pense être experts. Ces communautés ont toujours vécu avec cette variabilité. La nature du risque n'a jamais changé, en fait. C'est la fréquence et l'amplitude à laquelle le risque survient qui changent. Mais la nature, elle est là. Donc ces communautés ont su développer des stratégies, ont su développer des savoirs, des connaissances. Si on met de côté leur savoir pour amener nos propositions de chercheurs, ils vont peut-être adhérer, mais quand le projet aura fini, ils vont retourner à ce qu'ils savent faire de plus. Et donc, intégrer leur savoir et leur connaissance à ce niveau, pour moi, c'est une gage d'appropriation, mais aussi de pérennisation de ces actions, parce qu'ils ne vont pas attendre que vous soyez là pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. Et c'est là, souvent, où il y a un peu des problèmes pour revoir un peu notre approche de recherche et intégrer ces savoirs et connaissances endogènes. Alors, mon prédécesseur a parlé un peu ici de think tank. Effectivement, au niveau du Sénégal, sous la houlette du professeur Amadou Tiarnogay, il y a une initiative des universités des pays les moins avancés, l'initiative LUP, qui a lancé un appel d'offres au niveau des 14 ou 15 universités des pays les moins avancés pour créer des think tanks et au niveau des universités et renforcer la collaboration entre les universités et les pays et voir comment les universités pourraient apporter ces évidences-là qui pourraient permettre un meilleur accès au financement. Bien entendu, on n'a pas toutes les réponses. Même nous, on a des besoins de renforcement. Et on a commencé, disons, la collaboration parce que dans l'expérience que j'ai du Sénégal, il y a quand même une réponse très sectorielle disons, des impacts, alors que ça devait être de manière concertée et cohérente. Souvent, les sectoriels pensent que secteur. Quand vous prenez par exemple le secteur de la santé, de l'agriculture, on a deux ministères séparés entre l'agriculture et les ressources en eau, alors que 80% de notre agriculture est sous pluie. On ne peut pas produire sans parler de ressources en eau. La qualité de l'alimentation peut aussi entraîner des questions de santé. Alors, cet imbroglio-là, souvent, on ne les prend pas en compte. Mais aujourd'hui, on commence, avec ce processus-là, à mettre tout le monde ensemble et à essayer de solutionner un peu cette question-là. Ça ne va pas être facile. D'abord, à l'université, tout le monde aussi n'est pas au fait de cette question-là. Et donc, on a commencé par un petit noyau à Dakar pour pouvoir un peu se renforcer mutuellement et voir aussi comment, à partir d'évidences, on peut aider, disons, le gouvernement à accéder à de meilleurs, disons, un meilleur accès à ces financements. Voilà, en fait, très rapidement, ce que je voulais partager avec vous. Éventuellement, s'il y a des questions, je pourrais rebondir pour les discussions. Je vous remercie. Merci. Merci. Moi, je voudrais juste vous interpeller peut-être pour une minute. Donc, vous avez bien dit que vous êtes universitaire
et que vous présidez un sous-comité de la Commission nationale sur le changement climatique. Donc, c'est un pont très solide que je trouve entre justement les politiques climat et l'université, puisque vous, en tant qu'universitaire, vous faites également partie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'universitaires dans le comité changement climatique, par exemple, au Sénégal? Allez-y, allez-y. Oui, il y en a. Comme personne ressource, enfin, moi, je remplis une fonction, disons, j'occupe une fonction dans le comité, mais il y a d'autres collègues qui interviennent comme personnes ressources. Par exemple, quand on élaborait notre CDN, je coordonnais le groupe d'experts qui travaillait sur le volet adaptation de notre CDN. Évidemment, tous les scénarios qui avaient été, disons, élaborés pour, disons, la CDN avaient été faits au niveau du laboratoire des sciences de l'atmosphère de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec notre agence de la météo nationale. Et donc, on travaille un peu. Moi, j'assure la fonction de vice-président du comité national et de président du comité de l'adaptation. Mais il y a d'autres collègues aussi qui peuvent appuyer. Au besoin, il y a des laboratoires de recherche, comme le laboratoire de recherche sur l'ISRA, sur l'agriculture. Eux aussi, ils sont membres à part entière du comité. Et donc, oui, il y a des collègues qui sont là. Mais la question principale ici, c'est qu'il y a un petit nombre d'universitaires aujourd'hui qui soient un peu sensibles ou experts en cette question-là. Ils commencent à s'intéresser parce que la question a commencé à émerger, mais ils n'ont pas quand même ce vécu qui leur permette un peu disons, de s'intégrer pleinement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Donc, alors, je passe la parole au dernier intervenant du panel. Donc, M. Karim Selouane, PDG du Bureau d'études Résilience, qui est une filiale de Vinci. Merci beaucoup. Merci. C'est plus pratique pour moi pour... vous m'entendez? Oui, très bien. Et là, ici. Alors, merci beaucoup. Alors, ça va être très difficile de parler pour la fin parce que plein de choses ont été dites, mais ce que je vais essayer de faire, c'est, vu que l'essentiel a été présenté, c'est ça qui était le sens de mon message, d'essayer de faire le transfert de comment est-ce que tout le travail universitaire peut être valorisé et comment est-ce qu'il peut être aussi pris comme référence dans le cadre de projets opérationnels et dans le secteur industriel pour répondre aux défis du changement climatique. Très rapidement, je vais présenter Résilience. Donc, on est un bureau d'études d'ingénierie et de prospective. Les trois mots sont importants. Donc, un bureau d'études d'ingénierie intégrée et de prospective. On travaille sur différents leviers, du consulting, de la modélisation, de la coordination projet et surtout, on a un observatoire dédié au spatial dont je reviendrai tout à l'heure. On a une énorme activité, effectivement, ça l'a été dit tout à l'heure par justement les représentants de l'Université du Maroc. On travaille sur tout un réseau de partenariats pour avoir un accès à des données satellitaires importantes pour mieux appréhender les enjeux du changement climatique. Et puis, on a tout un programme qui est dédié à la Blue Economy, notamment pour les micro-États insulaires et les zones côtières, dont je donnerai un exemple tout à l'heure à la fin. Alors, il est important de voir que dans le secteur de l'industrie, dans le secteur privé, il y a certes le secteur business, mais d'un côté, nous, on s'appuie, ça a été un peu le sens de Résilience, avec un écosystème du secteur de la recherche de très haut niveau. On a notamment un partenariat avec l'un des laboratoires du GIEC, qui est le commissariat à l'énergie atomique, avec le LSCE. On est partenaire du CNES, on est membre du réseau opérationnel du Centre national d'études spatiales et on est également membre du réseau de l'Observatoire des données du spatial pour le changement climatique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Autre point, dans tous nos projets, on essaye de mettre en place un cadre que nous avons fait valider dans le Programme des Nations Unies pour l'environnement à travers l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction que nous répliquons à d'autres secteurs de l'économie comme la mobilité, l'agriculture, la gestion des ressources, on appelle ça les 10 principes essentiels de l'adaptation. Et nous essayons de les capter et de les intégrer systématiquement dans nos méthodes, que ce soit dans nos projets de recherche ou dans les projets très opérationnels. Et là-dessus, nous les avons diffusés à travers différents programmes dédiés à l'adaptation.
avec qui nous travaillons. Donc tous ces projets, en fait, finalement, s'appliquent et répondent à des besoins très divers. On applique le lien entre recherche opérationnelle, recherche académique de haut niveau et opérationnalité business dans le secteur de la finance climat, dans l'accompagnement des politiques publiques, dans la promotion et la gestion des actifs immobiliers, dans la gestion des actifs de réseaux d'infrastructures sur le long terme, les réseaux d'autoroutes, les réseaux électriques, les réseaux de lignes de chemin de fer, également dans les projets de construction ou les sites industriels, également dans le secteur de l'agriculture, les ressources naturelles et les zones rurales, et enfin dans l'économie bleue par exemple. Et là vous voyez les partenaires institutionnels avec lesquels nous travaillons, dont les 4C. Alors maintenant, en focus, voilà, sur le Resilience Lab. Resilience, comme je vous l'avais dit, c'est une combinaison d'activités ou de programmes très opérationnels, mais qui se basent fondamentalement sur la recherche scientifique et pour valoriser le travail à la fois que nous réalisons en interne et en partenariat d'acteurs de la recherche. Nous avons créé un Resilience Lab qui est un lieu de prospective, parce qu'on essaie d'imaginer des futurs besoins, les futures tendances, les futurs enjeux liés au changement climatique et comment les anticiper par des outils qui nous permettront d'être prêts au moment où ces enjeux seront très effectifs. Alors, quelques petits indicateurs. À ce jour, depuis 2019, nous avons établi un certain nombre de conférences internationales dans tous les continents, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. Nous avons également participé à un certain nombre de publications scientifiques et techniques. On dissocie le technique qui répond à des besoins de mise en œuvre et scientifique pour valider nos théories ou nos modèles ou nos indicateurs avec un corpus de reviewers. Vous devez le connaître, bien entendu. Donc on a plus de 30 publications scientifiques de haut rang depuis 2019. Ça, c'est quelques exemples des revues dans lesquelles nous avons pu publier, des revues très techniques, des revues métiers, mais également des revues académiques et scientifiques. Voilà. Ensuite, nous avons, pour ce faire, il a été évoqué tout à l'heure, le fait de s'inscrire dans un réseau. Resilience ne peut pas fonctionner si elle ne s'inscrit pas au sein d'un réseau, notamment institutionnel, dont ici les 4C, qui est l'un de nos partenaires importants au Maroc et en Afrique. Donc nous avons constitué un réseau institutionnel à travers différents programmes des Nations Unies, des bailleurs de fonds, mais également des coalitions internationales dédiées à l'investissement ou à la résilience des infrastructures et des territoires, telles que la CDRI portée par l'Inde et par la CCRI qui est portée par le gouvernement anglais. Nous avons également, nous sommes inscrits dans des think tanks également ou dans des groupes de prospective tels que Léonard, qui est un programme prospectif du groupe Vinci, la Fabrique de la Cité, qui est en lien avec le groupe Vinci, mais pas que. Nous travaillons avec le CEREMA, nous travaillons avec l'IDAE, nous travaillons avec le Forum africain de l'intelligence économique, qui est notamment soutenu par le fichier RIFIEN du phosphate, et puis par d'autres institutions internationales sur différents corps de métier. Nous avons également, pour pouvoir valider le corpus scientifique et que ce corpus et nos programmes de recherche puissent être en lien avec des cadres normatifs. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, tous nos résultats doivent répondre à des projets opérationnels. Et donc, pour qu'ils puissent répondre, nous faisons la passerelle entre des cadres de normalisation et des cadres de la recherche scientifique pour que nos résultats soient exploitables dans l'industrie ou dans des applications institutionnelles de terrain très pratiques. Donc ça, c'est encore d'autres alliances internationales avec lesquelles nous sommes partie prenante. Et maintenant, pour aller dans le vif du sujet, nous avons également un certain nombre de programmes et de partenaires scientifiques. Tout l'écosystème que je viens de vous présenter participe à alimenter nos projets de recherche. Rien n'est dissocié, c'est un tout cohérent qui nous permet d'aboutir à des projets de recherche. Là, ce sont les pays avec lesquels nous travaillons, avec des universités. Il y a notamment le Maroc pour l'Afrique, il y a l'Égypte avec l'université de Sangor, il y a l'université d'Anta Diop de Dakar avec laquelle nous travaillons avec le projet SCO. Nous avons l'université de Fontanarive à Madagascar. Nous avons également des universités de Douala au Cameroun pour le continent africain. Et nous sommes encore en train de développer des projets, notamment en Éthiopie. Alors, derrière cet ancrage africain, nous avons des partenaires académiques extrêmement variés, comme vous le voyez, que ce soit des écoles d'ingénieurs en France, l'école des mines de Paris, l'école des ponts, mais également Sciences Po, avec lequel nous travaillons sur différents projets de sciences politiques en lien avec le climat, mais également avec l'université Sangor, que vous voyez ici plus en bas, pour l'Égypte, qui est l'espace francophone de la recherche, et puis d'autres universités.
Alors, aujourd'hui, à l'instant T, nous avons pu réaliser plus de 110 projets répartis dans près de 85 pays et le 3/4 de ces projets ont intégré des domaines de recherche et développement. Donc ça vous donne un peu la puissance de feu que peut nous apporter et la coopération entre le monde de la recherche scientifique et le monde de l'opérationnalité, et notamment avec des mises en application au Maroc que je vais illustrer tout à l'heure avec notamment l'université Ibn Zour d'Agadir. Voilà. Alors, pour conclure, je voulais insister sur 2 exemples de projets africains qui me tiennent à cœur, qui sont des projets avec un but de réplication, de réplicabilité. Un projet qui concerne la mise en place d'une méthode qui utilise les données du spatial, les données de terrain, les données à la fois techniques, les données socio-économiques, pour essayer d'expérimenter le ciblage dans des villes du Sahel pour la localisation de solutions d'adaptation au changement climatique, à la fois pour en évaluer les coûts, les pertes et dommages élargis à des modèles socio-économiques. Qu'est-ce que cela a comme impact extra-financier en termes de santé, en termes d'accès à des services essentiels. Et donc, ce programme, nous l'avons testé sur la ville de Ouagadougou, et ce projet maintenant a pour objectif d'être répliqué. Il a été financé par le CTCN, qui est un programme dédié à l'innovation aux technologies innovantes pour le climat, promu par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le deuxième exemple, c'est celui de Saint-Louis de Sénégal, avec votre université, parce que nous sommes partenaires dans ce projet. Et nous avons développé une méthode qui se veut réplicable sur l'ensemble de la zone Ouaka, donc l'Afrique de l'Ouest, la zone protégée de l'Afrique de l'Ouest, allant du sud de la Mauritanie jusqu'au golfe de Guinée, dont l'objectif est d'essayer de corréler des méthodes d'évaluation des risques et de processus d'aménagement et d'adaptation sur le long terme des zones côtières, en regardant également le lien entre déplacement de population, le lien entre les économies de la mer et les économies dites traditionnelles, et de voir comment tout ceci peut être conjugué pour mieux planifier des stratégies d'adaptation sur le court, moyen, long terme. On a créé un protocole qui a été financé par le SCO, le Programme des Nations Unies pour l'Observatoire du climat via les données du spatial, en lien avec l'Université de Rouen en France et l'Université d'Anta Diop, dont nous avons ici un éminemment représentant. Et enfin, nous avons lancé une université dédiée au changement climatique à l'université à Madagascar, avec l'IRD, avec l'AFD, avec l'université Gustave Eiffel, pour essayer de créer un hub du changement climatique en Afrique équatoriale, avec notamment comme hub Madagascar, qui, comme vous le savez, est l'un des espaces au monde où le dérèglement climatique est le plus manifeste. Après, je crois, la zone méditerranéenne et les pôles. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'un écosystème qui unit des activités de business d'une entreprise privée avec des centres de recherche institutionnels et à travers le monde peut mettre en place et répondre à des besoins très opérationnels de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Dernier exemple, nous appliquons un projet d'expérimentation qui unit opérationnalité et recherche scientifique sur la gestion de la ressource en eau ici en Éthiopie, avec la Banque africaine de développement et le Centre d'adaptation au changement climatique. Encore une fois, la méthode technique que nous mettons en place s'appuie sur des revues scientifiques avec un corpus de chercheurs dont l'objectif est qu'ils soient répliqués dans des régions qui présentent les mêmes similitudes en termes d'enjeux. Ici, c'est sur la ressource en eau. Et enfin, voilà, et j'ai terminé, Raja. Tu t'es pas mis derrière moi, donc c'est pour ça que je me suis permis de continuer. Nous participons à 2 grandes conférences internationales au Maroc, une au Maroc et une qui aura lieu à Nairobi, juste après la COP, pour promouvoir le lien entre recherche privée et recherche du secteur public, en valorisant les universités africaines. Une au Maroc qui va être dédiée au progrès, à la recherche scientifique sur les forêts urbaines pour réduire les risques des effets d'îlots de chaleur, notamment en Afrique de l'Ouest. Et l'autre, c'est sur le lien entre finance-climat et adaptation au changement climatique, organisé par l'ICCARU. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va d'abord... merci à tous nos intervenants. Donc, je vous demanderai de rester. On va ouvrir une petite session de questions-réponses. Avant de vous passer la parole, vous allez me permettre pendant 2 minutes de passer la parole à nos jeunes étudiantes qui sont là, présentes avec nous aujourd'hui. Venez vous joindre à moi. En fait, j'ai oublié de parler au départ de la African Climate Academy, qui est une académie virtuelle que nous avons mis en place avec l'appui du PNUD, que nous remercions ici. Et c'est parti d'une idée, en fait, de faire des webinaires pour des étudiants, etc. Et après,
l'idée s'est développée, on l'a transformée en une masterclass. Et le premier appel à candidature qu'on a lancé, on a eu 7000 demandes. On comptait prendre 100 étudiants. Finalement, on a élargi à 300 étudiants par année. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que grâce à l'appui du PNUD, nous avons pu former jusqu'à ce jour 1200 jeunes Africains de moins de 35 ans détenant déjà un diplôme supérieur. Et l'idée, en fait, c'est de rajouter à leur diplôme une formation spécialisée en changement climatique pour les encourager à entamer une carrière pour ceux qui ne l'étaient pas encore, mais d'autres étaient déjà dans des places où ils pouvaient vraiment renforcer une carrière dans le domaine des changements climatiques. C'était pour leur donner envie de s'investir en fait dans la lutte contre le changement climatique. Alors, on a 2 témoignages, donc un témoignage d'une étudiante qui a bénéficié de la formation dans le cadre de la African Climate Academy et un témoignage d'une étudiante qui est actuellement en 2e année de master spécialisée en changement climatique à Tanger. Merci Madame Iyadi de les avoir mobilisés. Donc, je vais vous passer la parole à tour de rôle. Donc, vous vous présentez et donc vous parlez 2 minutes de votre expérience et qu'est-ce que ces formations, justement, ont pu vous apporter et comment est-ce que vous comptez poursuivre votre carrière par la suite. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. C'est un petit... Ouais. Alors, bonjour tout le monde. C'est un petit peu stressant. C'était pas prévu. Alors, je me présente. Je suis Rizlan El Majdoubi. Je suis la doctorante de Madame Houdel Ayadi. Je suis en 3e année. Je travaille sur le Nexus WOF. Alors, depuis ma première année, j'ai pu avoir l'occasion de participer à la Masterclass 1 sous la direction de Madame Shafil. J'étais étudiante de Monsieur Tmem, Monsieur Zine, j'en cite. Et c'est tout ça, ça sera jamais pu réaliser sans l'appui de Monsieur Sahibi, que je le remercie chaleureusement. Actuellement, je suis monitrice des étudiantes de 2e année. Je les accompagne dans leur processus d'enseignement et j'assiste aussi avec tous les formateurs qui viennent pour leur donner des cours. J'ai assisté avec Monsieur Zine, Monsieur Timem, avec tous les formateurs de la DGM à qui j'adresse mes remerciements, mes salutations. En fait, ils étaient excellents. On était ravis de les avoir chez nous à la faculté et à la formation. Les étudiants étaient très impressionnés par leur parcours, par les connaissances qu'ils ont pu mobiliser, par tous leurs efforts à nous faire faciliter la compréhension des gros techniques et des grosses connaissances. Et je crois que j'ai fait un petit passage sur tout ce que j'ai à dire. Ça fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui avec vous, avec des noms qu'on entend parler et qu'on ne voit que sur des réseaux sociaux, que sur la télé et qu'on souhaite un jour qu'on sera à leur place. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mahan Mehdaoui. Je suis une étudiante en 2e année du Master Ingénierie environnementale, changement climatique et développement durable, qui est un master à la faculté des sciences et techniques de Tanger, coordonné par professeur Houdel Ayadi en collaboration avec le 4C Maroc et le programme des Nations Unies pour le développement. Alors vraiment 2 minutes, c'est pas suffisant pour décrire cette expérience qui est vraiment très unique et exceptionnelle. Donc déjà, c'est l'un des premiers masters au Maroc à être spécialisé en changement climatique. Et pour faire court, ce master, c'est vraiment une preuve d'un très très beau changement de paradigme dans les étudiants et dans l'université. Madame Shafil, Monsieur Sahibi, vous nous avez rendu visite l'année dernière et si vous venez nous voir cette année, vous allez trouver des étudiants qui ont acquis un très large jargon changement climatique, de très belles compétences. Nous avons une intervention de plusieurs experts, Monsieur Tmem, Monsieur Zine, que je remercie. Nous avons aussi eu l'opportunité d'avoir 4 conférences sur la météorologie de la part de la Direction générale de la météorologie. C'est vraiment un master qui a vraiment cette spécialité et qui est l'intervention de vraiment tous les départements des sciences et techniques de la faculté. Et vraiment, c'était une expérience vraiment exceptionnelle et unique, comme je dis. Là, on est 30 dans cette première promotion et chacun de nous
Oui, et chacun de nous vraiment veut faire quelque chose, soit l'atténuation, soit l'adaptation, soit le scénario climatique, soit la finance climatique. Donc vraiment, on a eu beaucoup d'informations et on sait maintenant ce qu'on veut faire. Et à part cela, nous avons créé un club qui s'appelle le Climate Change and Environment Club. Et c'est vraiment par le biais de ce club qu'on prend tout ce qu'on a appris en classe et on le met en valeur au sein de notre société civile à travers beaucoup d'activités, de la sensibilisation, mais aussi des projets concrets. Et bon, pour faire court, et je vous remercie. Je remercie Madame la chef-ville du 4C. Je remercie aussi chaleureusement Monsieur Sahibi et un remerciement vraiment très spécial pour Madame Ayadi qui est vraiment notre mentor et notre motivation dans ce master. Et merci à vous. Voilà, donc on est en train de former les futurs intervenants dans les COP. Donc nous pouvons prendre notre retraite tranquille, voilà, sans être inquiets. Voilà, la relève est assurée au Maroc et en Afrique. On a des étudiants vraiment très brillants également en Afrique et on voit comment est-ce qu'ils participent, même s'ils sont à distance. Mais en fait, notre académie virtuelle, c'est avec des profs réels et en temps réel, c'est-à-dire que ce n'est pas des cours enregistrés. Ils sont en interaction directe avec le prof, ils peuvent poser des questions, ils passent des examens, etc. Et on a vraiment une jeunesse extraordinaire en Afrique. On est vraiment rassurés sur la relève. Donc voilà, si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas. Donc j'ouvre une brève session de 5 minutes. Si nos intervenants veulent bien rester avec nous. Donc, est-ce que vous avez une question pour l'un ou l'autre des intervenants? Allez-y. Sinon, les intervenants, si vous voulez revenir sur un point qui vous tient à cœur, donc n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien vous poser à tous la question sur l'interface science et politique ou recherche et politique. Comment sentez-vous que le travail que vous faites est pris en compte dans la prise de décision? Est-ce que vous recevez des commandes directes du gouvernement ou d'autres institutions qui vous demandent, par exemple, de travailler sur tel ou tel sujet, etc. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez en quelques minutes de l'interaction que vous avez avec le monde de la prise de décision. Donc, indifféremment, celui qui veut prendre la parole peut la prendre. Merci en tout cas, madame. Je vous parle un peu de notre expérience au Sénégal. Peut-être pas de commande directe, mais souvent dans le cadre du respect des engagements du Sénégal vis-à-vis de la Convention, on élabore des documents tels que le plan national d'adaptation ou la CDN. Et l'expérience que je vous relate est très récente. Donc, dans le cadre disons, de l'article 4 de l'accord de Paris qui demande un peu au pays d'élaborer une vision à long terme. Le Sénégal a aussi signé le JETFI, le partenariat juste pour une transition énergétique. Et dans les clauses de ce partenariat, donc, il fallait développer une vision à long terme. Alors, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on a travaillé entre techniciens, mais in fine, l'opérationnalisation de cette vision-là devait être l'affaire des politiques. Alors, la difficulté qu'on a, on nous a demandé d'élaborer une vision sur 2050, alors que l'échelle temporelle de planification au niveau du Sénégal, c'est 5 ans. Vous voyez, déjà, on est très loin. Et donc, c'est une sorte de dialogue de sourds. Ils nous disent, ben, nous, on a des échéances quinquennales, on ne peut pas se projeter sur 50 ans. Et donc, cette difficulté-là, elle nous a amené un peu bien sûr, parce que la commande ne provenait pas du gouvernement du Sénégal, c'était une commande de la Convention. On a respecté la commande de la Convention et à l'interne, on est en train de voir comment séquencer maintenant, disons, les phases pour pouvoir coller avec un peu, disons, l'échelle temporelle de planification. Sinon, le travail qu'on a eu à faire serait sans suite. Parce que c'est le décideur, en fait, le politique qui doit se l'approprier. S'il ne se sent pas impliqué ou s'il ne voit pas, disons, de similitude dans ce qu'on fait et dans ce que le gouvernement fait, il n'y aura pas de suite. Donc, on est en train de discuter. Heureusement que
tout le monde est là. La direction de la planification nationale est en train de discuter avec nous pour qu'on essaie de voir un peu comment solutionner cette question-là. Mais au début, c'était difficile de mettre ensemble scientifiques et politiques pour parler parce que les agendas sont totalement différents. Quand vous êtes à l'approche d'élections, vous ne pouvez pas penser sur 10 ans, sur 50 ans. Vous êtes sur, disons, vraiment l'urgence. Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Et merci bien. Oui, 2 minutes, je vais aller assez vite. Par rapport à la question, c'est pour dire que pour le cas du Burkina Faso, on a un centre de recherche, le Centre national de recherche, et qui travaille sur beaucoup de thématiques en lien avec les changements climatiques et qui a eu une connexion avec justement les ministères du développement rural. Et on a l'institut qui est rattaché, qu'on appelle l'Institut national pour l'environnement et la recherche agricole, et qui produit beaucoup de variétés agricoles adaptées au changement climatique. Et donc, ces résultats de recherche sont connectés à une direction générale au niveau du ministère de l'Agriculture, la direction générale de la production végétale, qui a un service en charge de la vulgarisation. Donc, ça veut dire que, en fait, ce sont les techniciens du ministère qui vont recevoir, en fait, ces fruits de la recherche et qui vont élaborer des fiches techniques qui vont assurer justement cette vulgarisation auprès des paysans. Pour dire qu'en fait, cette connexion, elle est naturelle, ce n'est pas une histoire de commande en tant que telle, mais comme il a un peu dit, c'est aussi une question de responsabilité du scientifique, de pouvoir justement, par rapport aux problématiques auxquelles son pays fait face, de contribuer. Voilà, donc c'est pour dire que les résultats de recherche sont là et les ministères aussi travaillent à les utiliser dans le cadre de leur mission régalienne. Voilà, donc c'est ce que je voulais donner comme exemple. Merci. Merci. Alors, je vais juste donner, un exemple qui pourrait peut-être illustrer ma manière de répondre de par ma position du secteur privé. On a mené un projet dans le département de la Corrèze, en France, qui est l'un des départements les plus ruraux et qui présente l'un des enjeux par rapport au stress hydrique le plus élevé. C'est un département qui avait des tensions sur la ressource en eau par rapport à des politiques publiques qui mettaient en opposition ce qu'on appelle chez nous la Fédération paysanne, la Confédération paysanne et la FNSE, qui n'ont pas du tout les mêmes modèles d'exploitation agricole, plus des enjeux de croissance démographique, d'attractivité du territoire pour faire venir des jeunes ménages en utilisant les modalités du télétravail permettant à des anciens urbains de venir dans une zone rurale sans s'inquiéter d'un manque, entre guillemets, d'employabilité sur le territoire. Et donc, il y avait le sujet de l'eau qui était central, très critique, et ils n'arrivaient pas à mettre en place la politique. Ils avaient mis en place un comité eau, mais ce comité eau n'arrivait pas à avancer. Donc, nous, on a fait un travail avec eux, et dans ce travail, on a constitué un comité qui mettait à la fois le GIEC Aquitaine, parce que la France a été subdivisée en différents GIEC par région. On a mis le GIEC Aquitaine, l'ensemble des élus du département, le président de région, la préfète, et on a collectivement co-construit un outil basé sur des fondamentaux scientifiques, basé sur des données scientifiques pour pas qu'il y ait des biais, entre guillemets, de subjectivité qui pourraient être liés à telle ou telle partie prenante. Et on a co-construit un outil de dialogue qui a permis ensuite de déverrouiller les tensions qui dataient depuis plus de 10 ans sur les politiques de la ressource en eau. Et à partir de là, ce qui a permis d'alléger le discours et d'apaiser, c'est que tous les résultats qui pouvaient être plus ou moins pris ou interprétés par telle ou telle subjectivité, par telle ou telle partie prenante, ont été très très vite mis sous la validation du GIEC Aquitaine, avec un comité scientifique. Et donc là, on a bien vu la puissance de comment est-ce qu'on pouvait utiliser de manière très positive dans des enjeux de politique locale des comités scientifiques qui ne se mettaient pas à côté, mais qui venaient directement discuter avec les parties prenantes, qui, elles, avaient toutes des intérêts plus ou moins soit convergents, soit divergents. Et le résultat était très probant, à tel point que l'outil et la méthode a été présenté à la région, et la région souhaite le répliquer dans d'autres départements qui sont demandeurs. Voilà. Merci beaucoup. En fait, le rôle du think tank, normalement, c'est de réussir à parler aux décideurs dans un timing qui n'est pas toujours facile pour la recherche et en passant du temps à comprendre comment le décideur formule ses questions. C'est-à-dire qu'il y a une logique de traduction. Mais je voulais aussi souligner que parfois, ce qui est important, c'est de répondre aux questions que le décideur n'a pas posées. Je me souviens d'un échange très important avec IPAR au Sénégal, qui est un think tank issu de l'Institut national de la recherche agricole sénégalais, qui nous disait on est issu de l'INRAS, on est proche du gouvernement et financé par le ministère de l'Agriculture. Et en fait, un de nos rôles, ça serait d'être critique de la politique du ministère. Et donc, cette question de la proximité, mais de l'indépendance,
est vrai pour tous les chercheurs et en particulier compliqué pour les think tanks. Et donc voilà, une manière de vous répondre, c'est de vous dire, c'est important d'être proche, mais aussi de pouvoir prendre un recul et de dire, en fait, là, il y a une question que vous n'avez pas vue, ou une manière de prendre les choses qui ne fonctionnent pas, et c'est difficile de le voir pour vous. Et donc voilà, je trouve qu'il y a plein d'échanges. Je signale ce faisant que c'est extrêmement utile de pouvoir avoir des échanges des échanges d'apprentissage mutuel entre nous, et j'en ai eu un récemment aussi avec le NGISD en Égypte, qui m'intéressait beaucoup de comprendre comment dans une structure complexe de gouvernance à l'intérieur du gouvernement égyptien, on pouvait trouver une place d'indépendance critique quand on est un think tank du ministère des Finances. Donc il y a plein de postures différentes et c'est très intéressant de pouvoir échanger sur la question que vous venez de poser. Et je suis obligé de filer, je m'en excuse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc voilà, on va prendre quelques questions, en tout cas pour les 3 panélistes qui sont encore là. Donc une question courte, s'il vous plaît, vous vous présentez. Question vraiment très courte et précise et vous dites à qui vous la posez. Merci. D'accord, merci. Alors donc moi je suis Carla-Louise Moussé-Moumbolou. Donc je travaille pour l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Donc je suis très intéressée par vraiment le sujet, c'est pourquoi je suis arrivée ici ce soir, parce que moi-même je m'interroge en fait sur notre implication, l'implication des scientifiques au niveau même de l'application des conventions que je trouve parfois très directives, c'est-à-dire qu'elles donnent des directives aux pays sur de l'implémentation et après, en fait, les pays ont du mal à ressentir tous les bénéfices en fait de l'application de ces conventions-là, surtout au niveau des communautés locales. Donc moi, ma question est celle de savoir, surtout pour le monsieur qui a présenté Résilience, c'est ça ? Donc, est celle de savoir, premièrement, Résilience, c'est un projet qui est basé où? Est-ce que c'est en Afrique ou bien est-ce que c'est au niveau occidental? J'ai vu que vous avez beaucoup de partenaires, mais alors je me pose la question de savoir comment le pays, en tant que gouvernement, comment un pays africain, si c'est par exemple le Maroc, où j'ai l'impression que vous agissez beaucoup, comment le Maroc peut gagner véritablement dans son implication dans la lutte contre les changements climatiques à travers ce projet qui est issu du secteur privé, sachant qu'il y a beaucoup de partenaires en fait autour. Et au docteur, le monsieur de Burkina Faso, j'aimerais en fait comprendre comment les chercheurs africains, sachant que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'experts africains qui sont très impliqués dans les questions, par exemple si je prends le cas de définition des formules là, qui permettent les formules qui nous permettent d'évaluer les stocks de carbone. Je sais que ce sont des formules qui le plus souvent ne sont pas faites par des Africains. Il y a ceux qui dictent le prix du carbone. Ce n'est pas fait par les Africains. Mais pourtant, l'Afrique, c'est le continent qui va être le plus impacté. J'ai terminé. Donc l'Afrique, c'est le continent qui va être le plus impacté par ces changements climatiques et c'est le continent qui doit faire le plus de concessions pour toujours les changements climatiques. Donc comment les chercheurs africains peuvent aider à renverser la tendance dans cette lutte en apportant des solutions, en apportant des idées, par exemple pour le calcul de ces stockages de carbone-là, ou alors pour le prix des tonnes de carbone. Voilà, merci. Désolée d'être long. Merci beaucoup. Madame Nadim, tu voulais... Moi, je n'avais pas de questions. Je voulais faire un commentaire. Et tout d'abord, je voulais vous remercier, Madame Sheffield, chaleureusement, au nom du PNUD, pour l'organisation de ces side events tout au long de cette COP, qui sont très intéressants et qui reflètent un petit peu tout le travail qui a été réalisé dans le cadre de notre partenariat. Merci beaucoup. Je ne rate pas l'occasion de remercier mon voisin, c'est Sahibi, pour les 4 années qu'il a passées avec nous. Donc, moi, je voulais juste apporter un commentaire. C'est que l'Afrique, en général, a tout à gagner à s'engager davantage dans la recherche et développement pour sortir de cette logique de société de consommation. Et vraiment, je vois mal comment un continent ou un pays peut s'adapter s'il n'y a pas de recherche et développement propre à ses besoins et propre à ses propres propriétés et contexte national. Je vois aussi mal comment un pays
peut valoriser ces ressources naturelles sans recherche et développement. Je vois aussi mal comment on peut proposer des solutions d'une manière globale sans recherche et développement. C'est quelque chose d'indispensable. Et c'est pourquoi le PNUD, dans tous ses projets, intègre cette composante d'une manière transversale, puisque nous considérons que la recherche et développement, c'est vraiment un levier de développement durable. Et c'est quelque chose qu'on inscrit au niveau de tous nos projets. Et je pense que malgré ça, ça reste insuffisant, parce qu'il faut vraiment investir davantage, développer davantage la recherche et développement avec les universités, mais aussi avec tous les acteurs de cet écosystème, parce que c'est vraiment un écosystème dans sa globalité. Et pour finir, j'aimerais dire que, étant conscient, le PNUD étant conscient de cette importance, il a créé un laboratoire qu'il a appelé laboratoire d'accélération. Et un des objectifs de ce laboratoire, c'est justement d'appuyer la recherche et développement. Et encore une fois, merci beaucoup pour tout cet intéressant débat. Merci beaucoup, merci Madame Nadim, et merci encore une fois au PNUD qui n'a cessé d'accompagner le 4C Maroc dans toutes ses activités depuis sa création. Merci beaucoup. Donc on a combien de questions encore, vous? Donc 2 questions très courtes, 3 questions très courtes. Parce qu'on doit quitter le pavillon, il le ferme à clé à 19h. Donc, dans 5 minutes, ça va être fermé. Comme on n'a pas envie de rester ici. Non, ça va. Donc, voilà. Donc, on a intérêt à faire court. Donc, très court, s'il vous plaît. Non, merci bien. Donc, je me présente. Je suis Batini Mamadou. Je viens du Burkina Faso, donc secrétaire permanent de la REP+. Donc, pour moi, il y a un commentaire et une question. Parce qu'elle a abordé un peu l'aspect de ma première préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que la recherche est un levier de développement. Mais la problématique majeure, c'est le financement. Comment mener des recherches si on n'a pas de financement? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un gros déterminant que nous avons dans nos pays africains. Et comment relever cela? Ça, c'est le premier aspect que je vois. Le deuxième aspect, aujourd'hui, nous avons des chercheurs, nous avons des résultats de recherche. Et comment influencer les politiques de développement? Il faut aujourd'hui de plus en plus également que des chercheurs s'invite dans l'arène politique de mon point de vue. Parce que dans le passé, lorsqu'on veut nommer des gens comme des ministres, le plus souvent, le chercheur a tendance à reculer. Donc pour moi également, si nous voulons influencer les politiques de développement, il faut, comme le Sénégalais l'a dit aujourd'hui, il y a des chercheurs dans des comités, il y a des chercheurs qui participent à la formulation des politiques, mais de plus en plus, de mon point de vue, il faut aller vers l'action, être impliqué dans les actions de développement pour pouvoir influencer les politiques de développement. Merci. Maintenant, qu'en pensez-vous? Ça, c'est mon point de vue. Merci en tant que chercheur. Ça m'étonnerait que les panélistes puissent vous répondre à cette question, donc on la considère beaucoup plus comme une recommandation plutôt que comme une question, parce que ce n'est pas les experts et leur secteur d'activité qui vont vous répondre à cette question. Donc, l'avant-dernière question, s'il vous plaît. Court, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis Zombré Wenkouni Saturnin, je viens du Burkina Faso aussi. Je suis conseiller juridique au ministère de l'Environnement, ministère en charge de l'Environnement. Donc, pour abonder un peu dans le même sens du secrétaire permanent, c'est pour un peu aller dans le sens de la représentante du PNUD qui dit de mettre l'accent sur la recherche, mais on sait dans nos pays que le plus souvent, c'est les moyens qui manquent. Donc, ma première question est adressée à la dame. C'est individuellement, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces projets-là pour profiter du renforcement de capacités et de différentes formations pour les différentes recherches qu'on veut entreprendre? Et la deuxième question est adressée au docteur Ilou. Les résultats de la recherche, le plus souvent, c'est adressé déjà aux personnes adultes, si on peut dire. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ça au niveau de la jeunesse et aussi des enfants pour un changement de comportement, disons, durable? Okay. Merci. Merci. La troisième question, la dernière. Oui. Merci. Moi, c'est Nassour du Tchad. Je suis le point focal de la Convention sur l'eau et également directeur de ressources en eau. Et donc, les questions de bassin, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Et tout ce que je voulais dire, les organisations comme PNUD qui aident dans nos pays et qui font beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire sur la recherche et ce qui manque, et donc généralement c'est des projets sous-régionaux, et pourquoi pas avoir des projets locaux. Donc les projets sous-régionaux, parfois, ça dure des années, 5 ans, 10 ans, voire plus, parce que si un seul pays n'avance pas, et donc le projet est bloqué. Donc voilà la question. Est-ce que le PNUD peut faire des projets localement? Merci. Je passe la parole 1 minute à chaque panéliste. Merci. Pour en même temps apporter un complément de réponse, mais conclure également, s'il vous plaît. Alors très vite, je vais plutôt mixer plusieurs questions qui ont été posées sur la partie des mécanismes à la fois de financement et comment dire, la manière de formaliser des sujets de recherche. Encore une fois, moi je parle depuis ma position. Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme diaspora africaine, incluant le Maroc. Donc moi je suis né en France et donc je suis également d'origine marocaine, donc africaine. Et on est plusieurs comme ça. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer la capacité de la diaspora à vouloir, quand on arrive à une certaine position, à essayer de monter des projets. Pourquoi je parle d'essayer de monter des projets? C'est-à-dire que tous les projets qu'on a réussi, que vous avez vu une grande partie, les projets de recherche n'ont pas été des commandes. On est allé les chercher avec l'équipe, en discutant avec des acteurs locaux, et ensuite, une fois qu'on avait déterminé une problématique, un usage, un enjeu, on est allé ensemble chercher des financements. Dit autrement, on a changé de position, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit est-ce qu'il y a de l'argent et je fais ensuite la recherche. D'abord, on détermine une question, une problématique et un enjeu, et à partir de ça, une fois que le sujet est mûr, eh bien, on va essayer de séduire des guichets de financement qui soient, effectivement, en ce moment, la majorité des guichets sont dans l'hémisphère nord. Bon, c'est un biais, mais c'est une réalité, donc il faut composer avec. Et donc être capable de démontrer à la fois la pertinence d'un projet, d'asseoir ensuite, et ça c'est une règle que nous on s'est efforcé de faire, c'est que tous les sujets de recherche que l'on mettait en place, l'application opérationnelle ensuite elle est donnée localement, c'est-à-dire qu'on fait un transfert de technologie. Ça c'est un choix que Résilience nous avons mis, on peut le voir avec le projet ESCO qu'on a réalisé, il y a aussi les sujets qu'on a pu développer ensemble avec l'agence des 4C, c'est une position. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles. Il y a plusieurs guichets. Les guichets sont tous inégaux. Mais avant tout, le sujet, c'est quel projet de recherche on souhaite monter, avec quelle partie prenante. Et une fois que le dossier est bien ficelé, sachez qu'il y a des acteurs dans l'hémisphère nord, issus de la diaspora, dans certaines positions, avec certaines fonctions, qui sont en capacité d'accompagner les parties prenantes africaines pour aller monter des projets. C'est plutôt comme ça que nous, on voit les choses depuis l'hémisphère nord. Voilà. Merci. Et merci bien. Il y a 2 questions qui me sont adressées. D'abord, la question sur le rôle des chercheurs africains pour inverser la tendance dans les questions d'évaluation carbone et de fixation des prix carbone et autres. Non, il faut d'abord dire que dans ma position de chercheur, la recherche elle est universelle. Voilà, donc c'est de dire que ici nous sommes dans des élans de co-construction. Ces thématiques nouvelles intéressent les chercheurs au-delà des questions de frontières. Voilà, c'est vrai que toute recherche va naître forcément quelque part, mais son universalité demeure. Donc aujourd'hui, c'est aux chercheurs africains justement de pouvoir aller arracher ces connaissances scientifiques et de pouvoir justement les utiliser pour accompagner les politiques publiques à leur niveau. Et on est ici à la COP, c'est des questions de négociation, c'est des questions qui ne sont pas forcément préétablies, c'est des rapports de force. Donc ça veut dire que c'est aux chercheurs africains d'accompagner leur politique avec des données beaucoup plus actuelles, des données qui vont permettre de mettre en évidence, comme il a dit, de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui pourront permettre de faire basculer la tendance. Maintenant, sur les questions d'évaluation carbone, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la recherche africaine peut changer quelque chose, c'est-à-dire qu'à son avantage? C'est ce que je dis, c'est cette universalité qu'il faut voir. Mais par contre, la fixation des prix, aujourd'hui, les chercheurs en économie vous le diront, la question de marché, voilà, c'est aujourd'hui des questions de l'offre et de la demande. Voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous devrons faire en tant que commerçants en fait, du carbone? Voilà, et c'est comme si on veut vendre quelque chose. Donc, c'est de voir un peu comment le marché se comporte et pouvoir conseiller les politiques justement par rapport à cela.
La dernière question, les questions d'éducation environnementale. Oui, il faut dire que la recherche, c'est un tout. Il y a les recherches au niveau la recherche en éducation. Aujourd'hui, il y a une connexion. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme résultat de recherche sont forcément aujourd'hui valorisables dans le monde de l'éducation à travers justement un certain nombre de processus d'allègement des concepts, voilà, pour pouvoir les adapter aux plus jeunes. Aujourd'hui, la question de l'éducation environnementale, aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso est une priorité au niveau national. Nous traduisons beaucoup de concepts complexes en des concepts simples pour les plus jeunes. Et il y a des ONG et autres qui utilisent ces résultats de recherche pour pouvoir les rendre beaucoup plus accessibles aux plus jeunes. Et même, il y a des chercheurs qui ont des associations, qui travaillent dans ces associations pour produire justement un certain nombre d'outils adaptés à ces publics jeunes. Donc, c'est pour dire que la recherche joue son rôle à tous les niveaux. Merci. Oui. Pour conclure. Oui, comme je n'ai pas de questions particulières. Non, mais juste en fait, pour un mot de conclusion de 1 minute. Si j'ai une chose à dire, c'est vraiment de vous encourager sur votre initiative de renforcement de capacité de formation. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Heureusement que le PNUD est là. C'est extrêmement important. Et rassurer la demoiselle qui était passée pour lui dire, vous êtes déjà en face de nous, il n'y a qu'un pas à faire pour être à notre place. Il n'y a pas de secret. Hein, il faut persévérer et vous verrez bien que tout est possible dans cette histoire de changement climatique. Alors, beaucoup de courage. Allez-y, vous êtes quasiment au bout. Déjà, vous commencez à former, ça veut dire qu'on commence à développer vos compétences. Vous ne pouvez pas le mesurer tout de suite, mais quand vous serez devant les étudiants que vous coachez, vous rendrez compte que vous avez déjà développé des capacités. Et là, merci encore pour votre initiative. Merci. Persévérez dans ça. Il n'y a que ça qui va nous permettre d'arriver à bout de cette histoire. Ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question d'expert. Tout le monde y a sa place pour apporter une réponse collective. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je remercie encore une fois chaleureusement tous nos intervenants, les participants qui ont été vraiment très dynamiques et surtout le PNUD et nos autres partenaires qui nous aident dans cette belle initiative. Et on remercie également encore une fois le Fonds Bleu et la Commission Climat du Bassin du Congo de nous avoir accueillis. Merci beaucoup et bonne fin de COP à tout le monde.